pouvez-vous présenter votre parcours qui vous a amené de devenir inspecteur de la jeunesse et des sports? Alors, oui, très rapidement. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis inspecteur de la jeunesse et des sports. Et donc, à ce titre-là, je suis agent de l'État travaillant au sein de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Alors, il s'est avéré qu'une fois mon bac en poche, j'ai suivi des études au sein de l'Institut d'études politiques de Bordeaux durant 5 ans. Donc, c'est une formation assez généraliste qui permet d'ouvrir à plusieurs voies. Dans le cadre de ces formations, on est d'ailleurs amené à passer une année de mobilité de manière obligatoire à l'étranger. Et donc, ce qui fait que moi, par exemple, j'ai passé un an Erasmus en Finlande, à Helsinki. Et alors, quand je suis rentré dans cette formation-là, initialement, mon projet professionnel, il tournait plutôt autour du journalisme. Et au fur et à mesure de mon expérience au sein de l'Institut d'études politiques, je me suis orienté progressivement vers plutôt le service public et donc la fonction publique. Et ce qui fait qu'une fois mes études terminées en 2013, je me suis tourné vers les concours de la fonction publique, parce qu'en France, c'est par voie de concours qu'on rentre dans la fonction publique, notamment d'État. Et donc je suis allé vers les concours qui m'intéressaient, parce qu'il me semblait aller vers des missions qui étaient des missions vraiment de développement de projets, et ce que l'on peut retrouver au niveau de cette administration un petit peu atypique, jeunesse et sport, autour de l'éducation populaire et de la vie associative. Et donc j'ai fini par avoir le concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports en 2014. Ensuite, j'ai fait mes débuts, pas en Normandie, mais dans le sud, du côté des Pyrénées, durant 3 ans. Et puis après, je suis arrivé en Seine-Maritime et en Normandie à la rentrée 2017, septembre 2017. Ok, merci. Et vous faites quoi exactement si vous êtes un inspecteur de la jeunesse et des sports? Alors, c'est une question très compliquée. Je suis moi-même pas sûr d'avoir réussi à faire comprendre à mes proches ce que je faisais concrètement, parce qu'on est amené à faire pas mal de choses. En fait, on a déjà une mission régalienne, ce qui notamment donne le titre d'inspecteur. C'est le fait d'être en charge de la protection des mineurs lorsqu'ils sont accueillis en colonie de vacances, en centre de loisirs, chez les scouts. Dès qu'ils sont dans ces accueils collectifs de mineurs, ils sont sous la protection du représentant de l'État dans le département, qui est donc en France le préfet. Et donc nous, on est en charge d'aller contrôler ces structures-là pour vérifier que tout se passe bien et que rien n'est susceptible de mettre en danger la sécurité physique et morale des mineurs. Donc ça, c'est la mission première que l'on doit poursuivre, sachant qu'on est sur et un contrôle et un accompagnement pédagogique. Donc lorsque l'on va au sein des accueils de loisirs, au sein des colonies de vacances, on va discuter avec les équipes pédagogiques, on discute avec le directeur, la directrice, avec les organisateurs, on essaye de voir en fait comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et faire en sorte surtout de donner toute sa place à cette éducation populaire pour qu'elle puisse trouver vraiment des liens et des passerelles avec l'éducation plus formelle, l'éducation scolaire. Donc, ce qui nous amène aussi à travailler beaucoup sur donc l'éducation populaire, tout ce qui peut se dérouler en dehors du cadre scolaire, du cadre formel, donc sur le temps périscolaire, sur le temps extrascolaire, donc durant les mercredis, les week-ends, les vacances. Et à ce titre-là, on est amené aussi à travailler avec les associations, telles que la MJC d'Elbeuf, qui mènent des projets en lien avec les enfants, avec les jeunes. Donc on les accompagne d'un point de vue technique, on les accompagne aussi modestement d'un point de vue financier pour leur permettre de financer des postes, pour leur permettre de financer des projets, pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui se développent sur le territoire et qui puissent vraiment être reconnues sur ces territoires. Et après, on est également en charge d'un dispositif qui a été créé en France en 2010, le service civique, qui a explosé à partir de 2014-2015. Donc c'est nous qui sommes en charge de faire le lien entre les structures qui accueillent les jeunes en service civique, les jeunes en service civique, lorsqu'ils ont des problèmes, ils nous appellent, lorsque ça ne va pas, ils nous appellent, lorsque ça va bien, ils peuvent nous appeler aussi. Donc voilà. Et puis en dernier lieu, on est également en charge de la promotion de la vie associative et de l'engagement chez les jeunes. Donc de l'engagement chez les jeunes, ça peut être par le biais du service civique, du volontariat, du bénévolat, mais également de tout ce qui peut se réaliser à l'international. Nous, le but qu'on poursuit, c'est de travailler sur une cible 3, 25, voire 30 ans, même si on prend les critères européens, pour faire en sorte que l'enfant puis l'adolescent aille vers l'autonomisation, vers l'autonomie, et puisse s'insérer et économiquement et surtout socialement. Donc on essaye de donner des outils pour que le jeune puisse s'épanouir.
Ok, merci. Et si vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous savez, parce qu'aujourd'hui c'est une soirée pour l'Europe, Ouais. vous savez quelles sont les opportunités pour nous jeunes que l'Union européenne offre pour nous? Alors, l'Union européenne, en fait, elle va être amenée à surtout offrir des opportunités, non pas pour les enfants, mais pour les jeunes. Pour les jeunes à partir de 17-18 ans, même s'il y a des choses qui existent pour les adolescents. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, à la fin des années 80, on a le programme Erasmus, qui maintenant est connu de tous, qui a été lancé et qui donc visait à surtout toucher les étudiants. Non pas tous les jeunes, mais les étudiants, en favorisant les passerelles, les échanges au niveau des étudiants pour que dans chaque pays, on puisse aller faire une année Erasmus ou un semestre Erasmus, en tout cas une partie de son cursus universitaire, de ses études, dans un pays tiers de l'Union européenne. Donc ça a tellement bien marché. Au départ, on a commencé, je crois, autour d'une dizaine de milliers d'étudiants. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines de milliers d'étudiants Erasmus parmi l'ensemble de l'Union européenne. Ça a tellement bien marché qu'on est allé vers quelque chose de supérieur à Erasmus qui, logiquement, s'est appelé Erasmus+. Donc Erasmus+, ça a été créé à la fin des années 90 et c'est en fait le programme de l'Union européenne en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports. Et donc là, on est sur quelque chose qui a vocation à toucher l'ensemble de la jeunesse parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'au niveau de l'Union européenne, on avait des moins de 25 ans qui étaient touchés plus massivement par le chômage que l'ensemble de la population active et qu'on était en présence parfois de jeunes qui n'étaient ni en formation, ni en emploi, ni en stage, ni même en volontariat. Et donc il y avait besoin, une nécessité de leur tendre la main. Et donc l'Union européenne, aussi convaincue que c'est vraiment en travaillant sur la jeunesse qu'on pouvait vraiment forger cet idéal, cette communauté imaginaire autour de l'Europe, développe ces programmes. Et donc Erasmus+, c'est un programme qui gagne en densité, en consistance économique, en consistance budgétaire, depuis le début des années 2000. Donc bon, très concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire Erasmus+? Ça permet d'abord de financer des échanges de jeunes. C'est-à-dire que vous fréquentez une structure comme la MJC d'Elbeuf. La MJC d'Elbeuf prend contact avec un pays de l'Union européenne et une structure un petit peu jeunesse aussi qui mène des projets un peu analogues. Et il y a possibilité de recevoir un financement de la part de l'Union européenne, de la part de l'agence Erasmus, pour faire partir un groupe à l'étranger et faire en sorte qu'il y ait des échanges dans ce cadre-là et qu'il y ait de la communication, il y ait de l'interconnaissance qui puisse se créer au niveau des jeunes. Sachant qu'on va toucher plus prioritairement des jeunes qui n'auraient pas la possibilité par ailleurs, de par leur cercle familial, de partir à l'étranger. Donc l'idée vraiment, c'est de faire en sorte de favoriser la mobilité des jeunes, sachant aussi que ça peut aussi permettre le regroupement de professionnels de la jeunesse pour qu'ils puissent un peu échanger sur leurs pratiques et voir comment on peut s'inspirer de ce qui se fait en Finlande, de ce qui se fait en Espagne, de ce qui peut se faire en Croatie, et voir aussi quelles différences on peut avoir au niveau de la jeunesse. Et en parallèle, on a également le service volontaire européen. Donc ça, a priori, ça vous parle un peu plus. Donc le service volontaire européen, c'est un volontariat qui s'adresse à l'ensemble des jeunes qui ont entre 17 et 30 ans. Et donc l'idée du service volontaire européen, c'est sur la base du volontariat. Tout type de jeunes, en fait, ce qui prime, c'est uniquement la motivation, a la possibilité d'aller effectuer une mission d'intérêt général qui va de 2 à 12 mois dans un autre pays de l'Union européenne. Donc ce qui est intéressant avec ce dispositif-là, c'est que c'est sans condition de ressources, c'est sans condition de compétences. Même quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans une langue étrangère peut s'inscrire dans le service volontaire européen parce qu'il va forcément être accompagné par une structure. Il y a des structures d'envoi et des structures d'accueil. Donc là, je reprends l'exemple de la MJC d'Elbeuf qui, du coup, en fait, forcément, on est obligé de passer par une structure d'accueil qui est agréée, telle que la MJC d'Elbeuf, pour ensuite être envoyé dans une autre structure. Donc j'imagine que vous, dans vos pays respectifs, vous étiez en lien avec une structure et que vous êtes suivi par un tuteur et que vous avez pu recevoir des cours pour développer, pour améliorer votre pratique de la langue étrangère qui est pratiquée dans le pays où vous allez. Et après, de manière continue aussi au cours de votre volontariat, vous recevez a priori de nouveau des cours pour faire en sorte de développer vos facultés dans cette langue étrangère. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Après, là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est un peu anachronique de parler de service volontaire européen parce que le service volontaire européen a été remplacé depuis la fin de l'année 2018 par le Corps européen de solidarité. C'est à peu près le même principe, si ce n'est que le Corps européen de solidarité, ça peut englober également la partie professionnelle. Donc ça peut permettre
de dresser des passerelles au niveau des stages, des formations qualifiantes et même du travail. Et donc de ce fait-là, le SVE a été absorbé par le Corps européen de solidarité. Et en fait, le Corps européen de solidarité, ça s'inspire aussi beaucoup du service civique, de ce qui s'est développé en France, parce que c'est assez atypique au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne adresse un regard assez intriguant en direction de ce dispositif qui se développe en France. Et donc souhaiterait que ça puisse se développer également, que ça puisse plus se généraliser encore au niveau de l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je disais que c'est accessible sans condition de ressources. En fait, lorsque l'on est volontaire dans un autre pays de l'Union européenne, j'espère que c'est votre cas, on est, donc déjà le transport aller-retour est payé, parce qu'en fait c'est la structure d'accueil qui va percevoir une subvention de la part de l'Union européenne pour pouvoir couvrir tous les frais du volontaire. Donc la nourriture est payée, le logement est payé, tout ce qui est assurance et couverture santé, c'est payé. Et ensuite, la structure d'accueil, a priori, donne un petit pécule, de l'argent de poche pour permettre aussi aux jeunes, concrètement, de pouvoir profiter un petit peu de la vie en dehors de ses heures de volontariat au sein du pays dans lequel il a atterri. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les jeunes en Europe. Et est-ce que vous savez s'il y a des endroits où on peut s'informer de toutes les possibilités? Alors, sur l'ensemble de l'Union européenne, il y a un réseau qui existe qui s'appelle Eurodesk, qui est facilement trouvable sur Internet en tapant sur n'importe quel moteur de recherche Eurodesk, avec desk comme bureau en anglais, DESK. Et en fait, Eurodesk, ça permet de cartographier toutes les structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour obtenir des informations sur tous ces sujets et pour peut-être obtenir des précisions un peu plus claires que les miennes sur comment faire en sorte d'aller vers ces dispositifs. Si on se concentre sur la Seine-Maritime, on a tout le réseau Information Jeunesse qui existe donc en Normandie, en Seine-Maritime, sur l'ensemble du territoire français. Mais si on se concentre sur la Seine-Maritime, on a le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, qui existe à Rouen, rue Beauvoisine, et qui du coup propose de l'accompagnement, de l'information, déjà la première information, puis ensuite de l'accompagnement à destination des jeunes qui sont intéressés. Et puis après, il y a également des bureaux information jeunesse, des points information jeunesse qui fonctionnent selon un réseau. En fait, c'est des ramifications du CRIJ et donc qui peuvent vous permettre de trouver la bonne personne pour obtenir des informations et l'accompagnement nécessaire. Donc pour les jeunes, il n'y a pas d'excuse en Seine-Maritime pour dire que c'est impossible d'avoir une information, de l'accompagnement, si l'on souhaite véritablement aller vers du volontariat ou vers un dispositif qui est proposé par l'Union européenne. Merci beaucoup. Et tous les trucs qu'on peut faire avec l'Union européenne, c'est ouvert à tout, ou est-ce qu'il faut seulement qu'on ait un citoyen européen, ou est-ce qu'il y a aussi il faut, non, les seules conditions, c'est effectivement, notamment pour le Corps européen de solidarité, c'est d'être majeur, d'avoir 18 ans et d'avoir la citoyenneté européenne. Donc citoyenneté européenne qu'on a de fait en ayant la citoyenneté de l'un des pays membres, de l'un des États membres de l'Union européenne. Après, Erasmus, au départ, c'était peut-être plus discriminant parce que c'était réservé qu'aux jeunes qui étaient en études supérieures. Là, Erasmus+, c'est réservé vraiment à tous les jeunes, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur expérience, quelles que soient leurs ressources. Et après, même pour des jeunes en situation de handicap, en fait, ce sont des liens qui vont se faire entre les structures d'accueil et entre les structures d'envoi et les structures d'accueil pour voir concrètement comment est-ce que ça pourrait être possible d'accueillir un jeune. Mais on va toujours faire en sorte de s'adapter, de tendre la main vers le jeune pour qu'il puisse bénéficier des dispositifs qui sont proposés par l'Union européenne. Merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est nous avons parlé beaucoup des institutions européennes et aussi avec M. Deladerrière. Et est-ce qu'il y a la possibilité de faire un stage, par exemple? Alors, il y a la possibilité de faire des stages dans l'ensemble des structures, des institutions de l'Union européenne ou qui gravitent autour de l'Union européenne. Mais la difficulté, c'est qu'on a déjà un nombre de places assez limité. Là, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Union européenne est plutôt victime de son succès. Et donc, il y a plus de demandes de stages qu'il y a de places disponibles.
Mais en fait, à chaque fois, il faut passer. C'est très facile, là encore, mais bon, les structures d'information jeunesse peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Il s'agit de taper sur un moteur de recherche comment faire un stage, par exemple, à la Commission européenne, puis donc vous aurez toute la démarche à suivre pour y accéder. La difficulté étant que la plupart du temps, ça s'inscrit dans le cadre d'une formation en études supérieures. Donc c'est sans doute moins ouvert que ne peut l'être, par exemple, le Corps européen de solidarité à l'ensemble de la jeunesse. Après, il s'agit aussi de faire preuve un peu d'initiative, et je pense qu'en interpellant, par exemple, les députés européen de son territoire, en interpellant directement l'ambassade peut-être. Ça peut être possible de faire des stages peut-être sur un cadre moins long, mais qui permet d'avoir une première expérience au niveau du fonctionnement de ces institutions. Et sachant aussi qu'il y a pas mal d'échanges de jeunes qui se déroulent à Bruxelles et qui permettent d'aller visiter en fait, les institutions européennes, ou à Strasbourg ou au Luxembourg, et voir concrètement comment ça peut se passer là-bas. Merci beaucoup à vous.